Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Ouverture ce jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés auront à choisir entre deux projets de règlement intérieur proposés par l'actuel bureau permanent et la plateforme pour la majorité présidentielle. Stupeur des habitants d'Amboumaïd après la découverte de 2 corps sur un terrain plat. C'était ce matin sur un terrain plat prévu pour une prochaine construction. Une personne tuée dans une favela de Copacabana. De violentes émeutes ont éclaté à Rio au Brésil à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde de football. Comme je le disais tout à l'heure en titre, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a débuté officiellement ce matin à Tsimbazaz. Les députés auront à discuter et à adopter un nouveau règlement intérieur pendant 12 jours. Ouverture marquée par l'absence de nombreux députés. Ils auront le choix entre deux projets de règlement intérieur, entre autres celui élaboré par le secrétariat permanent et l'actuel bureau permanent de l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, celui proposé par la plateforme pour la majorité présidentielle. Le récit de Mamba au Café Tchanian et d'Inzara Ndiansou. Cette session extraordinaire risque d'être animée, même si l'ouverture ce matin était plutôt silencieuse, car bon nombre d'élus ne sont pas venus assister à la cérémonie. À l'ordre du jour de la session extraordinaire, l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Il sera adopté en main levée. Les députés auront le choix entre deux projets de règlement intérieur, entre autres celui élaboré par le secrétariat permanent et l'actuel bureau permanent de l'Assemblée nationale et celui proposé par la plateforme pour la majorité présidentielle. Ces projets de règlement intérieur doivent parler de la structure de l'Assemblée nationale, entre autres du bureau permanent ou les commissions. On pourrait y voir aussi les méthodes d'adoption des lois, ou encore les relations de la Chambre basse avec celles d'autres pays du monde ou les autres institutions existantes à Madagascar. Sera-t-il adopté par chapitre ou par article? La question sera tranchée en séance plénière. Le projet de règlement intérieur élaboré par le bureau permanent, à majorité composé par des députés MAPAR, comporte 150 articles. Cette plateforme politique, qui pour l'instant dispose de 49 députés, en plus des députés indépendants du GPS. L'objectif de la session extraordinaire, vous l'avez bien lu, dans l'ordre du jour, c'est l'élaboration du règlement intérieur. Mais alors, à ceux qui ont demandé la tenue de cette session extraordinaire, ou à ceux qui ont convoqué, d'en définir l'objectif. En tant que membre du MAPAR, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée au gouvernement de certains membres du MAPAR sans l'aval d'André Soleil? Les dispositions constitutionnelles sont claires. Parce que, vous savez, les députés élus MAPAR, ils sont tenus à la discipline du parti. Il y a l'article 72, moi je crois que c'est clair. Donc ils vont être exclus du parti? Justement, l'explication les textes sont clairs, je vous dis. De son côté, la plateforme soutenant le président de la République ne veut pas lâcher l'affaire et revendique la majorité à l'Assemblée nationale avec 93 députés. L'ordre du jour est très clair, l'adoption du règlement intérieur. Et la HCC a été claire dans son article 3 que le bureau permanent continue d'exercer jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Donc, nous pouvons adopter le règlement intérieur et c'est ce que nous allons faire. Cette session extraordinaire devra durer 12 jours. L'actuel bureau permanent se réunira demain pour fixer le programme des réunions. On reste toujours à Tsimbazaz. Le nouveau règlement intérieur de la Chambre basse ne devrait pas changer la structure du bureau permanent. En revanche, certains députés, certains groupes parlementaires projettent actuellement de créer de nouveaux organes au sein de la Chambre basse. Armisa Ragoudbe et Yves Chanel. L'actuel bureau permanent continuera d'exercer.
Déclaration de Christine Razanamassou, présidente de l'Assemblée nationale. Aucune élection n'est prévue durant cette session extraordinaire. La destitution du bureau permanent ne sera possible qu'en cas de faute grave. Il ne pourrait pas y avoir d'élection, de nouvelles élections, sans avoir procédé d'abord à la destitution des membres du bureau permanent. Et cette destitution, selon l'article 74 de la Constitution, requiert la majorité des 2/3 des députés, vote de la majorité des 2/3 des députés pour pouvoir destituer le bureau permanent, et ce, en cas de faute grave. Et pour l'instant, moi, je vois pas. Je ne vois pas. Et je ne comprendrai pas qu'il y ait une nouvelle élection sans destitution tout d'abord. Dans son projet de règlement intérieur, la plateforme pour la majorité présidentielle parle du bureau permanent. Mais pour eux, pas question de le remplacer pour l'instant. En revanche, la PMP projette de créer de nouveaux organes au sein de la Chambre basse. Dans l'intérêt du peuple, nous acceptons les décisions de l'HCC, mais nous voulons par contre créer de nouveaux organes pour contrôler surtout les activités du bureau permanent. Dans sa dernière décision relative au fonctionnement de l'Assemblée nationale, la Haute Cour constitutionnelle stipule que l'actuel bureau permanent continue d'exercer jusqu'à l'élection de nouveaux organes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité politique. En éducation, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabart, est entré en fonction ce jour. Il aura notamment à gérer le problème des enseignantes femmes qui seraient à plus de 60 000 actuellement dans tout Madagascar. À part cela, on peut dire qu'un vaste chantier attend le sociologue devenu ministre de l'Éducation nationale. Écoutons ces propos recueillis par Hélène Muriel et Yves Janel. Les enseignants femmes seront gérés de la manière à ce que on va regarder ce qui peut être supporté par la finance publique et ce qui peut être supporté par les bailleurs de fonds. Les affectations disciplinaires seront reconsidérées selon le mode d'affectation et la période d'affectation. 2 corps ont été retrouvés par un homme du côté d'Amboumaït. C'était ce matin vers 8 heures. Il était sur le point de travailler le terrain lorsqu'il a fait cette découverte macabre. Apparemment, les 2 corps n'ont pas été enterrés normalement. Pas de linceul pour les emballer. Ils ont été seulement enterrés à moins d'1 mètre en dessous du sol. De simples toitures en tôle servies de pierre tombale. Leur identité reste inconnue pour les responsables du quartier, mais apparemment, ils pourraient provenir d'un centre pour orphelins qui a choisi ce terrain pour enterrer certains de ces orphelins dont les familles sont introuvables. La 9e édition de la Foire internationale de Madagascar, la FIM, se tiendra dans 2 semaines au parc des expositions Forêt Lutin Zumbatu. Seront mises en avant durant cette édition l'économie verte et l'agriculture. Cette année, la FIM affiche complet. Quant au pavillon Madagascar, il sera occupé par des sociétés de très haute qualité, promouvant la notion d'excellence. Les explications de Michel Dominiquini Ramirman, organisateur de la FIM. Nous avons toujours une démarche qualité, que nous privilégions l'excellence et qu'effectivement, ça, de fait, écarter certaines entreprises qui ne sont pas encore tout à fait dans ce process de qualité ou de respect des normes internationales. Donc, la FIM est un événement international qui sera visible sur de nombreux supports médiatiques internationaux. Donc nous devons, quand nous faisons une opération comme celle-là, une plateforme comme celle-là, nous devons de montrer le meilleur de nous-mêmes. Alors à travers le slogan « Le Vita Malgache s'ouvre au monde » ou « Le Made in Madagascar s'ouvre au monde », c'est notre façon à nous d'apporter notre contribution à une amélioration et à on va dire à une entrée de Madagascar dans cette économie mondialisée où pour l'instant on n'est pas trop visible encore. Dans les actualités internationales, le président américain Barack Obama est attendu au Japon, première étape de son voyage en Asie, qui ne prévoit pas d'arrêt en Chine. Le président américain devra faire montre de souplesse en réaffirmant son engagement auprès de son allié nippon, sans froisser Pékin. Reportage de France 24. Un salut rapide à la presse et le président américain s'envole pour sa tournée asiatique. Première étape, le Japon.
À quelques heures de l'arrivée de Barack Obama, le centre-ville de Tokyo s'est transformé en forteresse. 16 000 policiers ont été mobilisés pour garantir la sécurité du chef de l'État. Ce voyage d'une semaine en Asie, prévu de longue date, a dû être annulé en octobre dernier en raison de la paralysie du budget fédéral. Mais Barack Obama n'a pas oublié ses alliés asiatiques, dont il avait promis de faire l'une des priorités de son mandat. La substance de ces échanges sera très importante. Est-ce qu'il va réussir à avancer sur le partenariat transpacifique avec le Japon? Est-ce qu'il va pouvoir rassurer les Philippins, dont la souveraineté est menacée par la Chine? Barack Obama veut rassurer ses alliés et chacune de ses visites a un objectif bien précis. Économique d'abord au Japon, où il tentera de convaincre Tokyo de participer à un vaste projet de libre-échange entre l'Asie et le continent américain. En Corée du Sud, Barack Obama tâchera d'apaiser les tensions régionales. Il sera surtout question de l'endiguement de la menace nord-coréenne. Vient ensuite la Malaisie, où aucun chef d'État américain ne s'est rendu depuis près de 50 ans. Enfin, son passage aux Philippines sera lui dominé par la question du renforcement des relations militaires bilatérales. Mais dans cette tournée asiatique, Barack Obama n'a prévu aucune étape en Chine. La Chine, si vous voulez, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Il ne va pas en Chine, mais d'une façon ou d'une autre, l'ascension de la puissance chinoise et son influence dans la région seront dans tous les esprits. Malgré l'absence de la Chine dans l'agenda de Barack Obama, la Maison-Blanche affirme que les États-Unis ont toujours à cœur de développer une relation fondée sur la coopération avec le géant chinois. Au Brésil, la Coupe du monde de football débute dans moins de 2 mois et le climat social est loin d'être apaisé. Cette nuit, au moins une personne est morte au cours de violentes émeutes dans une favela de Copacabana. Reportage. Scène d'émeutes urbaines en plein Rio, dans une favela du très touristique quartier de Copacabana. L'important dispositif policier déployé a rapidement contenu les violences. Elles ont duré moins de 3 heures, mais ont fait au moins un mort. Ce jeune homme, dont la famille brandit la photo, aurait été tué d'une balle dans la tête. Tout le monde a le droit de vivre, personne n'a le droit de retirer la vie. Et ma plus grande révolte, c'est que j'ai entendu de la bouche d'un policier qu'ils allaient tuer un jeune pour en faire un exemple. Et ils l'ont fait. À l'origine de ces émeutes, une autre mort, celle d'un danseur professionnel bien connu localement sous le nom de DG. Il est décédé la nuit précédente dans des circonstances encore confuses, mais pour les habitants de sa favela de Copacabana, c'est la police qui l'aurait tué en le confondant avec un trafiquant de drogue. Dans moins de 2 mois, des journalistes des 5 continents seront au Brésil pour couvrir la Coupe du monde de football et feront des directs depuis la célébrissime plage de Copacabana. Les émeutes nocturnes ont eu lieu juste à côté de ce décor de carte postale. Elles ne sont pas les premières et sans doute pas les dernières, car l'organisation du mondial crée depuis plus d'1 an des tensions sociales, une partie de la population accusant le gouvernement de dépenser trop d'argent dans les stades. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.